Bonjour et bienvenue dans le podcast du Bartage, le podcast destiné aux aidants qui s'occupent d'un proche de plus de 60 ans en perte d'autonomie. 3 professionnels en gérontologie, Mathilde, Edwige et moi-même, Valérie, vous présentant conseils, astuces, infos pour vous accompagner au mieux dans votre quotidien. Ce second épisode est riche d'invités, de témoignages, d'interviews et nous espérons qu'ils vous permettront de nourrir vos questionnements, vous amener aussi à découvrir des implications inspirantes. Mathilde vous parle dans cet épisode de la difficulté des aidants lorsque leur proche rejoint l'EHPAD. Sentiment de culpabilité, perturbation face à un quotidien qui n'est plus dans la même relation d'aide, c'est une nouvelle adaptation. J'aborderai dans cet épisode la communication non violente et pour vous y sensibiliser, nous débuterons son approche par la nécessité de savoir être bienveillant envers soi-même. Pas facile, mais pourquoi pas? Cette fois-ci, Edwige a trouvé plein d'informations très utiles sur l'accueil temporaire pour les aider afin d'offrir un peu de répit pour les aidants. Il existe plusieurs solutions, des aides financières adaptées et des accompagnements qu'on ne connaît pas toujours. Et puis, pour cet épisode, il me semblait intéressant de tendre le micro à d'autres producteurs de podcasts sur le thème des aidants ou des personnes âgées. Formidable média de transmission et de partage, de liberté d'écoute et d'ouverture, vous pourrez donc entendre les interviews d'Anne, Antoine, Fanny et Sigrid. Chacun propose un podcast bien singulier. Leur manière d'aborder l'accompagnement des aidants correspond à une intention bien particulière et c'est cela que je souhaite vous faire entendre. La condition d'aidant est très souvent difficile, épuisante, déprimante, et elle interroge toujours. Il n'y a pas qu'une seule réponse, ni un seul point de vue. Savoir qu'il existe cette pluralité, c'est avoir l'espoir, pourquoi pas de trouver une réponse, une solution qui peut soulager, mais aussi aider à comprendre, et ça ce n'est pas rien. Tout à la fin de l'épisode, vous pourrez entendre quelques aidants qui ont participé aux ateliers de la Mutualité française. Retour sur celui qui était dédié à l'alimentation et la convivialité. Un tour de table réjoui avec tous les participants. Et pour démarrer, sous le soleil face au paysage qui laisse le regard se perdre à l'infini, Marianne du Baromais lance l'épisode. Alors avertissez vos oreilles, nous sommes tout près de vous. Bonjour tout le monde, Marianne et Fabienne en direct du Baromètre. Alors aujourd'hui, au Baromètre, nous avons eu le plaisir encore d'avoir une petite séance du Bartage qui s'est très bien passée, beaucoup de joie, de bonne humeur, comme d'habitude avec tous les intervenants, les intervenantes d'ailleurs cette fois-ci. Et puis tous les gens qui étaient là pour passer un petit moment ensemble, c'était bien sympa. Nous au niveau de l'épicerie, tout suit son cours avec les beaux jours qui reviennent. Donc en nouveauté bientôt, pas encore, mais bientôt, Pâques approche, donc nous aurons bien sûr les bons chocolats de l'Orzago avec des petites fritures, des œufs, des petits lapins, des cloches en chocolat, enfin tout ce qu'il faut pour une bonne crise de foie. Ensuite, bientôt les asperges puisque la saison, ça y est, elles ont été ramassées donc elles devraient pas tarder à arriver jusqu'au Baromètre. Je sais pas trop quand, on va voir ça avec nos petits producteurs. Voilà, donc la terrasse là se remplit de plus en plus avec les beaux jours, donc surtout n'hésitez pas, elle est remplie mais il y a toujours de la place pour vous accueillir parce qu'il y a aussi la belle vue, donc vous pourrez vous mettre sur l'herbe à votre guise, on viendra vous servir à domicile. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre au soleil dès qu'il sera là. On sera là nous aussi. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans ce podcast, je vais vous parler du rôle des aidants familiaux lorsque l'aidé est en EHPAD. Pas facile de trouver sa place après des mois, voire des années d'aide quotidienne à domicile. Mais lorsque le maintien à domicile atteint ses limites et que la personne aidée entre en établissement, qu'en est-il de l'aidant? Quelle place trouve-t-il? Quel lien se crée avec la personne dont il n'a plus la charge? L'aidant peut ressentir au début un soulagement, une diminution de la fatigue, il peut retrouver du temps pour lui, mais la réalité fait qu'il ressent aussi des sentiments complexes comme de la culpabilité, du chagrin, de la solitude, mais aussi un sentiment d'abandon. Dr Ariel Attal, médecin gériatre, explique que l'entrée en EHPAD est un moment difficile pour l'aidant qui oscille entre culpabilité, épuisement, jugement du travail des professionnels. En effet, sollicité énormément à domicile, car il assure la coordination entre tous les intervenants professionnels, les aidants familiaux peuvent se sentir soudainement inutiles quand leurs proches poussent la porte de la maison de retraite.
Face à ce mélange de sentiments, la place de l'aidant est difficile à trouver. L'établissement est structuré par des professionnels qui assurent les soins, le quotidien, des animateurs qui proposent des activités. Il est donc tout à fait compréhensible que les aidants cherchent leur place, comment continuer à aider, à être présent. Toutefois, l'investissement apporté par les aidants peut être difficile à comprendre par le personnel des établissements qui peuvent remettre en question leur mission et leur activité professionnelle. Même si la nature de l'aide diffère en établissement, le rôle des aidants est tout aussi important. Il assure un soutien moral, un accompagnement aux sorties, la gestion des tâches administratives et participe aussi aux décisions médicales. Élabore le projet de vie avec les personnes aidées également. Certains établissements peuvent aussi proposer des groupes de parole, des événements participatifs dédiés aux aidants. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'entrée en établissement peut être compliquée autant pour les personnes aidées que pour les aidants familiaux. Investis à 100% à domicile, du jour au lendemain, ils peuvent se sentir inutiles tout en culpabilisant de la décision prise. Les soins, les actes de la vie quotidienne sont dorénavant assurés par des professionnels. Mais le rôle des aidants demeure essentiel. Ils sont le repère, le pilier de la personne aidée et sont même amenés à faire le lien entre elle et l'établissement. La place de l'aidant peut donc être difficile à trouver dans un premier temps, car la gestion du quotidien devient différente, de nouveaux repères sont à mettre en place, mais petit à petit, les aidants familiaux retrouvent une utilité, alliant plaisir et moments de partage avec leurs proches. D'ailleurs, permettre aux professionnels des établissements d'avoir des connaissances concernant les proches aidants peut favoriser la mise en place d'un dialogue, des échanges et contribuer ainsi à les aider à trouver leur place. Voilà quelques éléments pour cette thématique et je vous dis à très vite dans le prochain épisode. Portez-vous bien! Dans la relation d'aide qui caractérise la fonction d'aidant, il y a 2 paramètres essentiels, relation et aide. Aussi, dans cet épisode, j'ai eu envie de vous parler d'une démarche qui s'appelle la communication non violente. Elle a pour but de faciliter les relations en aidant à renouer avec une qualité d'écoute de soi-même et de l'autre et à nous connecter à la bienveillance et l'empathie que nous portons naturellement en nous. Tout cela, bien sûr, dans une intention sincère de considérer que tous les êtres humains ont les mêmes besoins. Alors oui, vous allez peut-être penser, mais qu'est-ce que c'est que cette vision de bisounours ? Le quotidien d'aidant, c'est du concret, nous sommes suffisamment occupés, chamboulés, noyés, alors pour penser à se connecter à soi-même, pas la priorité. Ok, mais si je vous dis que la communication non violente, elle a pour but aussi de vous permettre de mieux communiquer avec vos proches, de vous aider à résoudre des conflits, mais c'est pas rien ça. La communication non violente, elle s'appuie avant tout sur la manière d'être conscient et d'être à l'écoute de ce que nous sommes, de ce que nous éprouvons pour ensuite pouvoir être au plus près des autres. Mais avant de vous proposer quelques pistes pour approcher la communication non violente, je vous fais part de son origine car elle est primordiale. La communication non violente est donc un concept qui a été créé il y a plus de 50 ans par Marshall Rosenberg, docteur en psychologie clinique américain, dans un contexte de conflits raciaux et socio-économiques aux États-Unis. Il s'est inspiré des travaux du psychologue américain Carl Rogers, dont il a été l'élève, et a commencé à développer la communication non violente, principalement en Suisse, dans les années 80. Ce docteur en psychologie s'est inspiré des pensées de Gandhi, que vous connaissez, mais aussi de Krishnamurti, un philosophe et un théosophe, également indien. Donc, plus qu'une démarche de communication, la communication non violente est devenue plus largement aujourd'hui une façon d'être qui met en avant son intention de créer une relation de qualité qui permet de s'identifier à l'autre dans ce qu'il ressent lorsqu'on communique avec lui et favorise un climat de confiance et de coopération au final. Ça repose sur plusieurs actions précises. Tout d'abord, c'est rester en communication, c'est-à-dire être conscient de ce qui se passe en nous. Et puis, il est nécessaire de cultiver un état de compassion. Ça implique un sentiment de bienveillance avec la volonté d'aider la personne qui souffre. En troisième, c'est assumer la responsabilité de nos propres émotions, de nos paroles et de nos actions. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de les projeter ou de les attribuer aux autres.
Et le dernier, ça serait ne pas prendre la responsabilité des émotions d'autrui. Nous n'en sommes pas responsables, mais c'est bel et bien lui qui les éprouve. Mais avant tout, il faut être bienveillant envers soi. Et cela s'apprend. Je veux dire par là que c'est un apprentissage, c'est-à-dire du travail répétitif. Aussi, je vous propose pour cet épisode quelques pistes pour travailler ce nouvel état. Cependant, ne croyez pas que j'ai l'intention de me poser en tant que formatrice de communication non violente. Non seulement je ne revendique nullement ce statut, je suis loin d'en avoir les compétences, et de plus, la communication non violente est aussi apparentée à une philosophie, un art de vivre qui repose sur une vision de l'humain et ce qui le rend heureux. Cela peut être tout un débat et repose surtout sur une adéquation avec des valeurs à cultiver. En tout cas, si vous voulez en savoir un peu plus, vous aurez dans la description de l'épisode des ressources pour compléter et enrichir votre curiosité. Néanmoins, je sais que les outils qu'utilise la communication non violente ont fait leurs preuves, et pourquoi pas, me suis-je dit, de les appliquer dans la relation d'aide, qui s'oriente parfois vers une relation conflictuelle dans la relation aidant-aidé. Alors, prêt pour s'orienter vers une bienveillance envers soi-même ? Tout d'abord, il s'agit de s'imaginer dans une communication avec l'autre, son proche par exemple, ou la personne dont on s'occupe. On observe ce qui se passe quand nous sommes en désaccord avec lui. Je vous donne un exemple. Imaginons que vous habitez dans une maison avec un jardin, que ce jour-là il fait plutôt frais et que le ciel est menaçant. Votre proche ou la personne que vous aidez souhaite sortir dans le jardin. Vous lui conseillez de se couvrir parce que vous constatez que c'est plus adapté vu la météo, mais il ou elle refuse et du coup, cela envenime la relation puisque vous n'êtes pas d'accord. Alors là, vous pouvez vous dire, c'est pas possible. Il n'a pas la notion du temps qu'il fait dehors. Il fait exprès d'être dans l'opposition. Il ne considère pas votre attention et votre mise en garde. Il décide tel que bon lui semble. Bref, pour vous, son attitude n'est pas adaptée. Eh bien, si vous observez toutes ces réflexions, vous pouvez constater que ce sont surtout des jugements. Jugements de votre proche qui pour vous n'est pas capable d'être en capacité de bon sens, et puis certainement envers vous. Car si votre discours n'a pas été compris, vous pouvez vous juger en considérant que vous n'avez peut-être pas su être suffisamment convaincant. Tout cela, ce sont des jugements. Oui, c'est certain, nous n'avons pas l'habitude d'aborder nos pensées ainsi. Et surtout, nous n'avons pas l'habitude de considérer les jugements, de les accueillir pour les dissocier de l'observation. Mais du coup, c'est quoi l'observation ? Alors, dans cet exemple, l'observation serait que votre proche vous dit qu'il ne veut pas se couvrir. C'est factuel. Le constat est qu'il vous dit cela. Mais derrière cette phrase, le jugement va arriver dans votre esprit et va donc déclencher un ressenti, un sentiment, une émotion plutôt désagréable. Comment la reconnaître ? Là aussi, nous n'avons pas toujours l'habitude de prendre conscience de notre état émotionnel. Alors, pour en faciliter l'accès, c'est souvent notre corps qui va nous alerter. Et donc, dès que nous avons un jugement négatif, cela va être une sensation désagréable qui s'y associe. Inversement, quand c'est un jugement agréable, le ressenti est lui aussi agréable. Donc pour en revenir à notre exemple, lorsque votre petite radio dans la tête vous envoie le message « Il ne comprend pas ce que je lui dis, il n'en fait qu'à sa tête, je n'ai pas dû bien m'expliquer », votre corps va certainement vous envoyer un signal désagréable. Crispation, énervement, agacement, et vous avez donc un sentiment de colère, de désarroi, de tristesse, pourquoi pas, qui va vous envahir. Alors la plupart du temps, quand les émotions négatives surgissent, elles sont associées à un besoin et un besoin qui n'est pas satisfait. Des besoins, il y en a plein. Des besoins physiologiques, besoins de nourriture, de sommeil, des besoins de sécurité, protection, réconfort, de lien social, d'amour, de respect, etc. Je vous renvoie au descriptif de l'épisode pour en avoir une liste peut-être un peu plus détaillée. Mais dans le cas de notre exemple, quel besoin peut être identifié ? Il peut y avoir plusieurs besoins, bien sûr, et cela pourrait être différent en fonction de chacun. Mais arrêtons-nous, par exemple, sur le besoin d'être reconnu comme un aidant qui met tout en place pour pouvoir aider au mieux son proche, ou alors le besoin d'être soutenu, accompagné, parce que vous êtes épuisé, désemparé, de voir que l'attitude de votre proche n'est plus celle que vous connaissiez. Donc voilà, vous reconnaissez votre besoin, qui se cache derrière le ressenti éprouvé. C'est pas facile, mais oui, vous y êtes. Et maintenant, que faire de ce besoin identifié ? Eh bien, vous allez essayer de trouver une solution pour y répondre et donc l'assouvir. Cette solution, toujours dans l'exemple choisi, c'est trouver des personnes ressources
qui vous permettront d'être soutenus, reconnus dans votre condition d'aidant. Cela peut être des amis, bien sûr, de la famille, mais l'empathie qu'ils peuvent avoir envers vous et la situation que vous vivez n'est pas toujours aussi simple qu'on pourrait le penser. D'où l'importance de trouver des groupes d'aidants qui partagent les mêmes ressentis que vous, des groupes de parole, des rencontres avec des professionnels qui peuvent aussi vous aider à apaiser votre besoin. Et puis cela peut vous paraître dérisoire, presque ridicule, mais cela fait du bien. Vous pouvez aussi noter régulièrement dans un cahier les observations sur vous-même, juste des constats positifs. Par exemple, j'ai accepté que mon proche ne mette que ses gants pour sortir. J'ai pris le temps d'écouter mon émotion quand j'ai senti mon corps se crisper. J'ai pris un peu de temps pour moi aujourd'hui et j'ai fait ce que je n'avais pas fait depuis longtemps. Encore une fois, prenez soin de vous, comme vous le feriez pour un ami ou une amie. Ce n'est ni égoïste ni individualiste, c'est juste prendre soin de soi pour être ensuite disponible à l'autre, à la relation avec les autres. Récapitulons pour être bienveillant envers soi-même. 1. Observer plutôt que juger. Être à l'écoute de son ressenti, de son émotion, qui peut être exprimée par son corps. Mettre l'émotion, le ressenti, en lien avec un besoin. Et enfin, une fois identifié son besoin, essayer de trouver des solutions pour l'assouvir. Effectivement, c'est une attitude qu'il faut prendre l'habitude d'avoir et ce n'est pas toujours facile, mais qui ne tente rien à rien. Voilà, je conclurai ainsi pour le début d'une démarche de communication non violente et j'espère que cela vous a permis de comprendre quelques éléments de la manière dont on peut prendre soin de soi. Que cela vous donne envie aussi d'expérimenter cette approche relationnelle. Dans le prochain épisode, je continuerai à vous parler de la communication non violente avec cette question: comment s'exprimer avec authenticité et clarté pour être entendu par l'autre sans le blesser et mieux le respecter. Et si vous souhaitez en savoir davantage sur la communication non violente et avoir plus de renseignements sur ce dont il a été question dans cet épisode, vous pouvez retrouver toutes les infos dans le descriptif ainsi que sur le site lebartage.fr. Bon apprentissage si vous vous lancez dans l'aventure et au mois prochain. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de l'hébergement temporaire. Vous êtes aidant et vous avez besoin de vous absenter du domicile quelques jours pour partir en vacances, pour une hospitalisation. Il existe des solutions. Tout d'abord, l'hébergement en EHPAD. Les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, appelés EHPAD, sont des établissements médicalisés. La plupart d'entre eux proposent, en plus d'un hébergement permanent, des places spécialement dédiées à l'hébergement temporaire. Elles sont occupées par des personnes âgées de passage pour quelques semaines ou quelques mois. Ces résidents temporaires partagent la vie quotidienne des résidents permanents et sont accueillis dans les mêmes conditions. Il existe des EHPAD exclusivement dédiés à l'hébergement temporaire qui accueillent des personnes âgées pour des séjours de courte durée. Ce sont des experts de l'hébergement. Tout leur accompagnement est tourné vers le retour à domicile. Ce type d'établissement est hélas assez rare. Pour faire une demande de place d'hébergement temporaire dans un EHPAD, il faut déposer un dossier d'admission comme pour une demande d'hébergement permanent. Une visite de préadmission doit être réalisée et le dossier médical sera étudié. Le traitement d'un dossier peut prendre un peu de temps. Il est donc préférable d'anticiper et de faire la demande le plus tôt possible. Par exemple, quand le besoin d'hébergement temporaire est lié au départ en vacances des proches et qu'il est programmé bien en avance, il ne faut pas attendre le dernier moment pour faire la demande. Nous allons passer aux résidences autonomie ou résidences service. Ce sont des structures non médicalisées qui proposent, en plus de leur place d'hébergement permanent, quelques places dédiées à des séjours temporaires. Pour faire une demande en résidence autonomie ou résidence service, il faut prendre contact avec l'établissement et se renseigner sur la marche à suivre pour déposer un dossier. Il existe également des hébergements temporaires chez des accueillants familiaux. L'accueillant familial n'est pas encore très développé en France et reste méconnu. Les accueillants familiaux proposent de l'hébergement permanent, mais ils peuvent aussi proposer de l'hébergement temporaire. Les accueillants familiaux reçoivent des personnes âgées chez eux et leur font partager leur vie de famille, moyennant rémunération. Ils proposent aux personnes hébergées un accompagnement ponctuel ou au long cours dans un cadre familial. L'intervention de services de soins infirmiers et de professionnels paramédicaux peut y être organisée si besoin. D'autres services existent comme le baluchonnage.
Il s'agit de prendre en charge la personne aidée à son domicile lors de votre absence. Un professionnel unique, formé et qualifié, appelé baluchonneur, vient prendre le relais pendant quelques jours auprès du proche à son domicile pour permettre à l'aidant de s'absenter en toute confiance. Je vous conseille d'écouter l'épisode 5 de la saison 1 du podcast du Barthage, une rubrique qui y est consacrée. Je vais vous décrire maintenant les différentes aides possibles que l'on peut mobiliser pour financer les frais d'hébergement temporaire. Si vous bénéficiez de l'allocation personnalisée d'autonomie, APA, à domicile, une partie ou la totalité du coût d'un séjour temporaire en établissement d'hébergement ou chez un accueillant familial peut être prise en charge. Cette dépense va être inscrite dans le plan d'aide APA. Vous pouvez contacter l'équipe médico-sociale APA du département pour lui demander d'étudier votre dossier. Si le plafond du plan d'aide APA est atteint, il est possible de bénéficier d'une enveloppe supplémentaire sur 1 an pour aider à financer des aides additionnelles. Ces aides doivent avoir pour but de permettre aux proches aidants de la personne âgée en perte d'autonomie de se reposer ou de pouvoir s'absenter. Il s'agit du droit au répit pour les proches aidants créé par la loi d'adaptation de la société au vieillissement. De la même façon, une aide ponctuelle peut être accordée pour financer des aides dépenses supplémentaires, comme un hébergement temporaire en EHPAD ou en accueil familial, en cas d'hospitalisation du proche aidant qui ne peut être remplacé et dont la présence ou dont l'aide est indispensable à la vie à domicile. La demande doit être faite au président du conseil départemental dès que possible. En cas d'hospitalisation programmée, la demande doit être faite au plus tard 1 mois avant la date de l'hospitalisation. Si vous ne bénéficiez pas de l'APA à domicile, vous pouvez bénéficier de l'APA en établissement. Il faut remplir certaines conditions. Cela va vous permettre de financer une partie du séjour en hébergement temporaire en EHPAD. Vous pouvez également demander l'aide sociale à l'hébergement, ASH, en établissement pour compléter votre première demande. Si vous souhaitez effectuer un séjour en hébergement temporaire en accueil familial, vous pouvez faire une demande d'APA à domicile. Les caisses de retraite complémentaires ou les complémentaires santé peuvent parfois contribuer à financer une partie du coût de l'hébergement temporaire. Renseignez-vous auprès de votre caisse de retraite complémentaire et de votre complémentaire santé pour savoir si elle propose ce type d'aide. Dans tous les cas, n'hésitez pas à vous rapprocher du CLIC, c'est-à-dire du Centre local d'information et de coordination en gérontologie, ou de l'équipe APA du département dont vous dépendez. Vous trouverez le lien du site reprenant ces informations sur le site lebarthage.fr ou dans le descriptif de l'épisode. J'espère que cette rubrique vous sera utile et je vous retrouve le mois prochain. Des podcasts, encore des podcasts. Pour écouter quand vous voulez, comme vous voulez, ce que vous souhaitez. Donc pour ouvrir le champ des possibles, voici 4 propositions de podcasts en lien avec les aidants et leurs proches. Dans l'ordre, vous retrouverez Sweet Papy Podcast avec Anne Marjolin, Sociogérontologie avec Antoine Gérard, Culture G, Rontologie animée par Fanny Chollet et Plan Aidant, le podcast des aidants de Sigrid Jo. Pour faciliter la rencontre et vous les rendre déjà familiers, je leur ai posé 3 questions. Qui sont-ils ? Quelle intention guide leur podcast et pourquoi ont-ils choisi ce média, le podcast ? Ils ont la parole, nous avons nos oreilles. Orchestrer le quotidien de nos aînés est un engagement qui bouleverse une vie, un défi journalier très intense. Heureusement, dans ce podcast, vous allez pouvoir compter sur des conseils pratiques, une information claire et du soutien. Tous les vendredis, je vous fais découvrir d'attachantes histoires de famille et des témoignages de professionnels pour vous accompagner dans ce challenge émotionnel et logistique. Alors, je m'appelle Anne, j'ai 56 ans et je suis aidante maintenant à distance de mes 3 proches qui sont âgés de 90, 91 et 96 ans depuis presque 3 ans, un peu plus de 3 ans même.
Mes 2 sweet papys, donc mon père et mon beau-père, sont dorénavant tous les 2 en EHPAD et ma sweet mamie est encore à domicile avec une récidive du cancer du sein, dépendante un petit peu, mais elle se débrouille encore pas mal. Elle est par contre aidée dorénavant par mon frère aîné qui est venu habiter avec elle pour s'occuper d'elle. Voilà, donc aujourd'hui, on est assez bien organisés avec les 3. On gère les finances, tu sais, les travaux, l'organisation de la maison, le suivi à l'EHPAD, et puis les décisions surtout importantes pour les 3 et en famille. On prend les décisions de manière à ce que ça soit cohérent et tous qu'on soit tous d'accord. Ouais. Donc en fait, c'est vrai que depuis 3 ans, j'ai suivi vraiment toutes les étapes de leur perte d'autonomie avec la première chute de mon premier sweet papy, les hospitalisations, le SSR et puis l'entrée en EHPAD et puis tout ce qui est maintien à domicile. Alors au départ, je voulais enregistrer la voix de nos aînés. C'est ce qui m'intéressait beaucoup parce que, comme je le dis dans le premier épisode du podcast, j'avais entendu celle de mon grand-père qui nous racontait sur une vieille cassette toute la vie de la famille. Et donc, j'avais adoré cette voix et je me suis dit, mais il faut que je continue et que j'aille enregistrer nos aînés. Il se trouve que je suis dans un quartier où il y a beaucoup de personnes âgées et donc j'avais été interroger mes voisins. Et puis, très vite, je me suis sentie finalement très légitime à vouloir parler du défi qui est le quotidien de nos aînés, en me disant que finalement, j'avais été plongée dedans depuis 3 ans et que je pouvais très bien en parler. Donc, je suis partie sur un autre défi qui est celui de parler du quotidien de quand ils ne sont plus autonomes ou quand ils ne vont plus l'être. Juste cette bascule, au moment où il va se passer cette bascule. En fait, tu sais, je me revois surtout le premier soir où je me suis retrouvée toute seule après l'hospitalisation de mon sweet papy, du premier, et je me suis retrouvée toute seule dans sa chambre et je me suis dit, mais par quoi je vais commencer ? Qui est-ce que je vais appeler ? Comment je vais faire ? Et qu'est-ce qui va se passer demain ? Où sont les papiers ? Comment tout se passe ? Où sont les clés de la voiture ? Tout. Et puis je me suis vite rendu compte en interviewant les aidants, en questionnant, en regardant sur les groupes Facebook, etc., que tout le monde avait eu à ce moment-là la même question ou les mêmes questions. Et donc à partir de là, mon intention, c'était effectivement de pouvoir répondre à leurs questions, à mes questions aussi, parce que j'en avais beaucoup, et donc d'aller interviewer tout un tas de gens différents. Voilà. Quand tu me demandes quelle était mon intention, c'était vraiment d'avoir un maximum d'informations qui puissent tous nous aider. Voilà. Et c'est pour ça que les épisodes, ils partent un petit peu dans tous les sens, parce que je vais un coup chercher une personne, un coup chercher une thématique. Voilà, c'est un peu en fonction de mes envies aussi et de mes invités, parce que mes invités me donnent beaucoup d'idées. Après, il y a... tu m'avais demandé au sujet de mon fil conducteur aussi du podcast. Il y en a 3. Pour l'instant, j'ai réussi à y penser à 3. Il y en aura peut-être d'autres, peut-être que ça sera 2 par la suite. Le premier, c'est mon invité ou la thématique que j'aborde. Il doit pouvoir répondre à une question pratique, à un défi du quotidien ou un défi à venir, dans le sens où il faut apprendre à anticiper, à prévenir, ce que je disais juste avant. Le deuxième, au fur et à mesure des interviews, je me suis aperçue que c'était souvent le parcours de l'invité, qui finalement, quand je vais vers quelqu'un qui doit me donner des réponses sur une thématique, je m'aperçois qu'il a eu un parcours d'aidant où il a eu en général un parcours d'aidant, une enfance difficile ou quelque chose qui l'a transformé et qui a fait qu'il me donne cette idée et qui me parle de son objectif. Et le troisième fil conducteur le plus important pour moi, c'est que ça doit rester dans la bienveillance, dans la gentillesse, dans la tendresse le plus possible. J'évite le négatif, même si les sujets sont difficiles, mais je veux que ça soit tranquille. Voilà, qu'on puisse écouter le podcast avec le mot plaisir, c'est pas ça, mais je sais pas, je sais pas comment on peut dire ça, mais tu vois, avec gentillesse, avec émotion, avec douceur, voilà. Alors d'abord, le podcast, c'est incroyable parce que on va pouvoir écouter quand on veut des émissions sur n'importe quel sujet et quand on veut.
on est seul ou plusieurs à l'écouter, soit sur le téléphone, soit sur la tablette, sur Internet, ou même à la télévision. Tu peux le mettre directement sur la télévision. Et puis pour moi, comme pour toi, c'est le seul moyen audio hébergé, donc protégé quelque part, qu'on peut réécouter nous à volonté, et on choisit nos sujets, on est libre. Moi, j'adore ça. J'adore ça, parce que je peux transmettre des belles histoires familiales, des histoires d'aidants, des parcours de résilience, des conseils pratiques. On a le choix de nos sujets. Ça, c'est super, super intéressant. Voilà. Et puis, j'ai la chance d'avoir fait ou programmé depuis plusieurs semaines des interviews avec des gens vraiment extraordinaires. J'ai interviewé une gériatre, une animatrice à domicile, bientôt une directrice d'EHPAD, une jeune femme aidante qui a témoigné dans un livre, un fils qui a épaulé sa maman pendant la maladie d'Alzheimer, des jeunes entrepreneurs, là, ce sont les derniers épisodes, qui créent des sociétés pour nos aînés, une ancienne avocate qui est devenue thérapeute pour aider les aidants. Voilà, c'est des choses, des idées différentes, mais c'est pour ça un podcast, c'est extraordinaire. Voilà. À travers le podcast, tu peux interroger sur toutes les questions du quotidien pour nos aînés, pour tout le monde, quoi. C'est ça que j'ai absolument génial. Vous écoutez Sociogérontologie, le podcast pour comprendre les futurs. Je m'appelle Antoine, je suis l'animateur du podcast Sociogérontologie. C'est un podcast que j'ai lancé il y a un peu plus d'1 an maintenant. Et c'est pas mon activité principale. Mon activité principale, c'est responsable de la recherche au sein du groupe Domitis. Et j'avais besoin d'avoir une voix propre, d'avoir un projet un peu plus personnel, quelque chose qui m'appartiendrait qu'à moi. Et donc j'ai fait ce podcast et aujourd'hui ça se développe bien. J'ai lancé le podcast avec vraiment l'intention de vouloir bousculer un certain nombre d'idées reçues qu'on a quand on est professionnel, parce que c'est quand même un podcast qui à l'origine s'adresse à ceux qui accompagnent les personnes âgées, pas les personnes âgées en tant qu'elles, mais ceux qui accompagnent les personnes âgées. On a tout un tas de préjugés sur les personnes âgées, on ne comprend pas forcément les comportements auxquels on fait face. Et moi, j'avais envie d'apporter une autre manière d'expliquer les choses, de voir les choses. J'en avais un petit peu marre du discours qui était de dire que vieillir c'était merveilleux, tout était rose, alors que non, pas du tout. Des fois, vieillir c'est très dur. Des fois, il y a des choses qui sont vraiment ingrates. Il y a des décisions qui sont difficiles à prendre. Et moi, j'avais envie de montrer une autre facette de ce qu'est vieillir, qui n'est pas forcément une facette négative, mais qui est une facette que je veux plus nuancée, plus réaliste. Certes, il y a des fois où c'est très bien d'avoir la chance de connaître ses arrière-petits-enfants, c'est merveilleux. Mais c'est aussi contrebalancé par un certain nombre de difficultés. Et moi, j'avais envie de cette justesse, de cette nuance là-dedans. Et donc, je suis vraiment parti avec cette idée de poser sur la table mon discours, et je travaille très seul. C'est un travail extrêmement solitaire, où à partir des recherches que je fais depuis plus de 10 ans sur le sujet, parce que moi je suis sociologue d'origine, j'exerce en tant que sociologue, j'avais vraiment envie de transmettre ce que moi j'analysais, ce que je n'avais pas entendu ailleurs. Il y a une vraie volonté d'avoir ma propre voix. Ce que je dis sur le podcast, c'est des choses que je n'ai pas entendues ailleurs, sinon je les dis pas. Et ça, c'est un point très important. La contrepartie, c'est que c'est un travail très solitaire dans l'écriture. Je suis tout seul de A à Z. Je dirige moi-même le sujet, la ligne éditoriale, etc. Après, aujourd'hui, Sociogérontologie, c'est un peu plus qu'un podcast. Et sur toute cette partie qui est un peu plus qu'un podcast, je me suis entouré, parce qu'évidemment, je ne peux pas tout faire tout seul, surtout que je suis encore responsable de la recherche à côté. Donc voilà, il fallait trouver un équilibre. Ouais, en fait, il y a une construction qui est identique à chaque épisode. C'est une affirmation et tout de suite, dans les 30 secondes, une contradiction. Il y a l'idée qu'on en se fait sur un sujet, et tout de suite, moi, je viens contredire ce sujet avec une phrase qui est un peu la signature, qui est sauf que. Donc, et donc une fois que j'ai cette rupture, que j'ai cette problématisation du sujet, ensuite, je déroule mon sujet. Et donc le but, c'est pas de répondre à une question, c'est d'apporter un regard différent sur un sujet qu'on croise tous les jours. Si je prends un exemple très concret, ça peut être par exemple pourquoi est-ce qu'on déménage quand on est vieux.
il y a des arguments que nous donnent les discours commerciaux peut-être. Moi je vais venir imposer un autre discours. On dit qu'il faut pas appeler des vieux des vieux. Moi je vais apporter une contradiction. On dit que demander le consentement c'est un principe de respect de l'autonomie. Moi je vais apporter un avis comme quoi c'est pas ça l'autonomie. Et donc à chaque fois en fait je vais partir d'un sens commun, quelque chose qui est déjà validé, et je vais le contredire. Et à partir de là je déroule. Là, c'est contredire pas pour le plaisir de dire que c'est faux, c'est contredire pour montrer que un vieux va voir les choses différemment. Et que c'est très bien de penser à la place des vieux, mais le mieux c'est de laisser les vieux tranquilles. et du coup, c'est plutôt ça l'idée, quoi. Donc c'est très facile. Et ça laisse c'est un deuxième avantage pour moi qui est très fort, c'est que ça laisse la priorité au contenu. Le contenant est très très secondaire, le contenu fait tout. Et c'est uniquement le fond qui ressort, et ça c'est hyper satisfaisant pour un créateur de contenu comme moi, pour lequel on fait ça pour partager des idées. Et donc on veut que les idées règnent, et le podcast offre cette possibilité de mettre les idées au premier plan. Et pas qu'au premier plan en fait, dans le podcast les idées sont le seul plan. Vous écoutez Culture G, votre dose de culture gérontologique pour comprendre les vieux. Ce podcast vous est proposé par Sociogérontologie en partenariat avec Domitis. Donc, je m'appelle Fanny Cholet, je suis psychologue sociale. J'ai rejoint l'année dernière Antoine Girard au sein de Sociogérontologie pour créer justement ce podcast Culture Géronto. Donc je travaille également comme chargée de recherche en gérontologie. Donc c'est un poste qui me permet de mener des études sur le vieillissement pour mieux comprendre justement ce processus et la réalité des personnes âgées. J'ai une vie professionnelle qui tourne autour de ces problématiques et ces questionnements sur la vieillesse, sur la perception de la vieillesse en particulier. L'idée derrière le podcast, c'était vraiment de travailler sur la perception de la vieillesse. Voilà, on sait que notre regard il influence implicitement notre façon d'agir avec les personnes âgées. Donc par exemple, si j'ai une perception qui est négative, mes stéréotypes vont se renforcer. C'est l'exemple typique de la personne qui se met à parler très fort dès qu'elle s'adresse à une personne âgée, parce que l'idée derrière, c'est de penser que toutes les personnes âgées sont sourdes. Donc l'intention première derrière le podcast, c'était vraiment de proposer une nouvelle paire de lunettes aux gens pour qu'ils puissent voir le vieillissement sous un nouvel angle. Et pour ça, on s'attaque directement aux idées reçues. Donc chaque épisode reprend un préjugé. Par exemple, notre premier épisode, c'est « Pourquoi les vieux radotent ?» Donc, à partir de cette idée-là, on va aller creuser dans la littérature scientifique, tout simplement pour comprendre de quoi on parle exactement. Donc, dans le cas de cet épisode « Pourquoi les vieux radotent ?» par exemple, on a un peu cette image de vieux qui radotent et des autres qui écoutent, un peu fatigués d'entendre tout le temps la même chose. Donc là, notre objectif, ça a été vraiment de changer de regard sur le radotage. On explique, entre guillemets, je veux dire, les bienfaits de radoter, pourquoi on radote, qu'est-ce que ça nous apporte de radoter? Et en répondant à toutes ces questions, on arrive à la fin de l'épisode avec une attitude très différente face à ce phénomène. Et c'est là tout l'enjeu en fait de Culture G, c'est que si on arrive à changer les attitudes des personnes sur ces toutes petites choses du quotidien, on va finir par changer leur pensée et leur comportement, et donc leur perception de la vieillesse. Donc voilà, pour résumer, c'est changer le regard des gens en proposant une nouvelle lecture de plusieurs aspects de la vieillesse. Tout ce qu'on sort, on le sort pas de notre chapeau, on le sort des écrits qui ont été écrits par des chercheurs et des spécialistes et des experts de la question. Et puis, on s'appuie aussi beaucoup de notre expérience professionnelle où on recueille la parole des personnes âgées. Alors, on a choisi le podcast parce que c'est un format qui fonctionne de plus en plus, au point de concurrencer des médias classiques. Donc c'est de plus en plus écouté par un public aussi de plus en plus nombreux. C'est facilement accessible parce que la plupart sont gratuits. C'est aussi très adaptable. On peut retrouver sur plein de plateformes. Donc pour écouter Culture G, pas besoin d'aller créer un nouveau compte utilisateur sur une plateforme qu'on n'utilise jamais. On peut juste aller sur ces plateformes habituelles. Et puis, ça s'intègre très bien dans notre vie quotidienne. Pareil, pas besoin de changer ses habitudes. On peut très bien décider d'écouter un épisode sans changer son emploi du temps. On peut l'écouter en voiture, dans les transports, en faisant la vaisselle, en faisant à manger. C'est vraiment, ça s'adapte vraiment à notre vie.
Et je trouve que ça, c'est génial de pouvoir apprendre des choses tout en faisant autre chose. Enfin, c'est vraiment, on est de plus en plus multitâche. Et je trouve que le podcast, ça vient vraiment répondre à ce besoin de faire plein de choses en même temps. Et donc ça, c'est pour l'auditeur, mais il y a aussi des avantages pour le créateur, parce que il n'y a pas besoin d'être un professionnel du son ou de l'image pour produire un podcast. Et ça, c'est génial. C'est vraiment accessible à tout le monde. Et ça, en fait, voilà, on a juste besoin d'un peu de temps. Enfin, beaucoup de temps, beaucoup d'idées, mais c'est vraiment un super outil, en tout cas, pour partager facilement avec le plus de personnes possible. Et ça a été assez évident comme format, oui. Je suis Sigrid Jo et vous écoutez Plan A, le podcast des aidants. Plan A, parce que quand on est aidant, on apprend rapidement qu'il n'y aura pas de plan de vie établi, pas de plan B et qu'il faudra s'adapter. Et qui mieux qu'un aidant peut témoigner de sa situation, de sa vie aux côtés d'un aidé ? Plan A, comme Plan Aidant, est un podcast indépendant. J'ai donc besoin de vous pour le faire vivre. N'hésitez pas à le partager, à mettre 5 étoiles et écrire un commentaire sur Apple Podcast, à en parler autour de vous pour faire rayonner et faire connaître ce podcast. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Valérie, je m'appelle Sigrid Jo. Je suis maman de 2 enfants. J'ai été l'aidante de ma maman pendant 15 ans qui avait la maladie de Parkinson, tout en éduquant mes enfants et en travaillant. Et j'ai eu l'idée ensuite de faire un podcast qui s'appelle Plan Aidant. Alors le podcast, il s'appelle Plan A, Plan Aidant, parce que quand t'es aidant, t'as pas de plan B, t'es toujours en train de t'adapter, d'où le plan A. Et mon intention, c'était de sensibiliser le plus de personnes au fait d'être aidant, parce qu'on est 11 millions aujourd'hui à être aidant, mais il y a tellement de situations différentes que je voulais donner la parole à des aidants pour sensibiliser. Et puis autour de moi, j'avais plein de gens qui ne connaissaient pas cette situation, et quand je les exprimais, se disaient tout de suite « Ah oui, c'est ça !» Alors, dans 11 millions de personnes, finalement, on a des caractéristiques qui sont communes, mais avec à chaque fois des vies différentes. Et l'objectif de chaque témoignage, c'est de mettre l'accent sur une thématique intéressante pour d'autres, ou de partager des trucs et astuces, ou alors de partager une grosse galère qu'on a transformée en point positif. Et le côté positif, pour moi, c'est super important. C'est pour faire comprendre aussi que le fait d'être aidant, on peut en sortir des atouts dans notre vie de tous les jours. Alors, je dirais aussi que l'objectif du podcast, c'est de faire en sorte que pour les différents aidants qui écoutent aussi le podcast, c'est de se rendre compte qu'ils ne sont pas seuls et de sortir de l'isolement, et qu'ils peuvent prendre aussi des exemples et des bonnes pratiques chez d'autres. Pour moi, la paire aidance, donc en fait le fait de partager ton expérience et puis partager aussi des trucs et astuces, ça peut être intéressant pour d'autres personnes. Et pour moi, c'était important de faire ressortir ça par le podcast. Et tu vois, par exemple, j'ai donné la parole à une maman d'un enfant handicapé. Le fait qu'elle partage son expérience et puis les trucs qui lui font, je sais pas, remplir plus rapidement, par exemple, un dossier, je trouve que c'est un point important pour échanger et puis que quelqu'un d'autre l'utilise pour en faire quelque chose d'autre. On peut tout à fait réutiliser en fait les bons plans et les trucs et astuces qui sont partagés dans le podcast. Tu peux écouter le podcast et tu me retrouves aussi sur les réseaux sociaux, aussi bien sur Instagram que sur Facebook, en tapant Plan Aidant. Et je me suis rendu compte que sur Instagram, il y avait énormément de personnes qui sont aidantes, qui le disent. Et c'est une super communauté d'entraide aussi qui se crée, parce que il faut pas se leurrer, hein, ça arrive surtout à des femmes qui sont très proches des réseaux sociaux et qui les utilisent pour ça, c'est-à-dire pour communiquer sur le fait qu'on est aidant et qu'on peut en faire quelque chose de positif. Et c'est aussi créer une communauté d'entraide et de soutien, et le tout sur un ton résolument positif, parce que l'objectif, c'est de faire comprendre que être aidant, avant tout, c'est beaucoup d'amour qu'on partage pour l'autre. Et effectivement, ça peut être beaucoup d'ennuis et puis beaucoup de trucs pas terribles tu vois, qu'on vit, mais c'est aussi énormément d'amour, de bienveillance et de solidarité qu'on partage. Alors, j'ai choisi le média du podcast parce que je pense qu'il y a une certaine intimité
Dans le podcast, on partage des expériences. Moi aussi, je parle de mon expérience de femme aidante de ma maman. Donc, on partage en fait pas mal d'intimité et beaucoup de points personnels. Et je trouve que le fait d'en faire un podcast et qu'on écoute là au creux de l'oreille en toute intimité, c'était important pour moi de créer cette complicité avec l'auditeur. Et puis, c'est aussi un média qui permet d'être écouté à n'importe quel moment. Si tu es dans ta voiture en train de faire un trajet, si tu es en train de faire la cuisine, ou alors tu te fais une petite pause tranquillement dans ton fauteuil, clac, tu peux écouter l'épisode qui dure pas très longtemps. Chaque épisode dure une 20aine de minutes, donc tu peux l'écouter. Et puis, si tu veux l'écouter en plusieurs morceaux, il n'y a pas de problème. Donc, je trouve que c'était un format parfait pour échanger sur la thématique des aidants. Et je suis sûre que tu es d'accord aussi là-dessus, Valérie. Moi, je suis très content d'être venu. C'était très convivial, on était très à l'aise. Et puis, ça a permis d'avoir des précisions sur ce qu'on va consommer comme nourriture et tout ça. Il y avait beaucoup de petites choses qui avaient besoin d'être éclaircies chez moi. Puis, comme tout le monde parlait, on peut prendre certaines idées et tout ça. Aujourd'hui, on a partagé autour de petits gâteaux la pleine conscience, l'alimentation de plaisir, qu'est-ce que c'était, répondre aussi à leurs questions. Ils sont venus avec leurs questions qu'ils avaient en fonction de leur vie, de tous les jours, de leurs questionnements, des choses pratico-pratiques, autour de l'alimentation, autour du bien-être, autour de la convivialité. Et c'était vraiment ça qu'on a essayé de mettre en place, c'est comment retrouver cette convivialité, faire des choses simples et conviviales. Et de réussir aussi à faire de belles assiettes pour se faire plaisir, pour saliver plus, pour retrouver et intensifier aussi les saveurs de ce qu'on mange. Des choses que j'ai apprises sur les matières grasses notamment, des choses que je n'utiliserai pas, par exemple l'effet des féculents le soir au dernier repas qui permet un sommeil, qui permet un non-réveil en milieu de nuit. Moi le soir je mange pas. Je fais un repas par jour, mais bon, je dors très bien. Mais c'est toujours au niveau de la connaissance, c'était très intéressant. D'apprendre, c'est toujours intéressant. Même à nos âges, c'est voilà. Et après c'était très convivial, mais comme d'habitude quoi. De toute façon, moi, quand je viens, je sais que là, je vais être coucounée. Que ce soit les partages, que ce soit ces ateliers, on sait qu'on nous a exporté, il suffit juste de s'y rendre, c'est tout. C'est un temps de rencontre supplémentaire, c'est une parenthèse un peu santé. Alors on parle pas que de ça, parce qu'on parle aussi de beaucoup de plaisir finalement dans l'alimentation. On a évoqué aussi plein de souvenirs, de moments passés ou d'histoires vécues en lien avec l'alimentation, les repas, la table, la convivialité, qui sont au cœur de notre vécu aussi. Et qu'on peut essayer de temps en temps de remettre un peu au goût du jour et de refaire vivre avec nos proches quand on peut. Au quotidien, se réunir, c'est toujours partager aussi. Et là, c'est ce qu'on a essayé de proposer. Nous, depuis plusieurs années, on est favorable à je pense que la prévention, santé, le bien-être des personnes, je pense que c'est nécessaire, et ça permet de tisser le lien social, et si nécessaire, je pense, sur toute notre période. Et je pense que pour nous, ça nous fait plaisir de voir que les gens prennent part à ces ateliers. L'épisode 2 arrive à sa fin. Et si le podcast du Bartage continue de se réaliser cette année 2022, c'est grâce au soutien financier de la Conférence des financeurs dans le cadre de l'aide aux aidants. Vous avez pu entendre de nombreuses voix dans cet épisode, et c'est tant mieux. Merci à tous et merci à chacun. Vous pouvez donc écouter un nouvel épisode du podcast du Bartage chaque mois, avec la possibilité de le retrouver directement dans votre boîte mail en vous inscrivant à la newsletter.
C'est tout simple, il vous suffit de rendre visite au site lebartage.fr, tout attaché en minuscules, et il vous permet de retrouver toutes les infos de l'accueil aidant aidé du Bartage et toutes les descriptions des épisodes. Vous avez la possibilité d'écouter directement le podcast depuis le site ou de le retrouver sur toutes les plateformes d'écoute, Spotify, Deezer, YouTube, Apple Podcast, Google Podcast. Vous pouvez aussi consulter notre page Facebook, le podcast du Bartage, et puis n'hésitez pas à nous laisser vos avis, vos témoignages, vos propositions de sujets ou de thèmes à aborder. Nous y accorderons toute notre attention. Et si vous aussi vous connaissez des personnes pour lesquelles le podcast peut faire du bien, allez-y, faites-leur écouter. On vous retrouve le mois prochain et surtout, n'oubliez pas de prendre soin de vous.